Alors, je suis enseignant dans le secondaire et je travaille également, je fais des recherches sur l'histoire politique d'Ancien Régime depuis maintenant une quinzaine d'années. J'ai fait ma thèse sur la polysynodie, qualifiée parfois de gouvernement par conseil, qui est en fait un système politique et institutionnel que Philippe d'Orléans avait mis en place sous la Régence entre 1715 et 1718. En fait, j'ai toujours eu une certaine appétence pour l'histoire politique, voire même administrative et institutionnelle. Et puis j'aime aussi, j'aime bien les périodes un peu d'instabilité du pouvoir. Et donc, il se trouve que, voilà, par chance, la Régence et les Régences, ce sont vraiment des périodes où le pouvoir politique est parfois un peu instable. On est aussi dans un entre-deux-règnes. Et donc, ce sont des périodes assez particulières. Alors, il se trouve que de cette thèse sont nées deux frustrations. La première, c'est que je n'ai pas pu traiter les années 1718-1723, puisque la polysynodie est supprimée par Philippe d'Orléans en 1718, ce qui a donné lieu donc à déjà une première biographie du cardinal Dubois, ça me permettait vraiment d'analyser, de voir ces années 1718-1723 de la Régence, où le cardinal Dubois, l'abbé Dubois plutôt, était un peu au firmament du pouvoir, alors qu'il est vraiment dans l'ombre dans les premières années. Et la seconde frustration, la plus importante, c'était que, comme c'était vraiment une thèse un peu d'histoire administrative, même si je m'étais efforcé de donner corps à tout ça en traitant quand même beaucoup des personnages qui ont participé à ce gouvernement, tous ces personnages restaient au second plan. Et surtout, il faut bien le dire, le régent lui-même, qui est bien entendu constamment présent dans la mécanique des conseils de la polysynodie, mais auquel on a du mal vraiment à donner chair dans une thèse de cette nature. Et donc, il paraissait vraiment absolument évident à un moment donné, justement, de faire une biographie du régent. D'abord parce qu'il y avait cette frustration née de la thèse, et puis aussi parce qu'il y a bien sûr eu d'autres biographies de Philippe d'Orléans, notamment celle de Jean-Christian Petit-Fils en 1985, mais voilà, ça faisait 35 ans qu'il n'y avait pas eu de nouvelles biographies. Il y a eu beaucoup de travaux faits sur la Régence et également sur la fin du règne de Louis XIV, et le moment semblait vraiment venu de faire donc un nouveau travail sur Philippe d'Orléans. Alors, dans l'historiographie de la Régence, souvent on trouve une division de cette période en deux parties bien distinctes. Une première partie de 1715 à 1718, souvent qualifiée de Régence libérale, où d'ailleurs, il faut dire tout de même que le régent et la Régence sont très très liés, et donc quand on dit Régence libérale, on parle aussi d'un régent qui serait, d'un Philippe d'Orléans, qui serait très ouvert, prêt à faire des réformes, prêt même à rompre avec le règne de Louis XIV. Et je reviens là-dessus, un peu comme une vieille obsession, la polysynodie en est l'exemple le plus frappant, où on ouvre les conseils à la noblesse, où on rompt vraiment, en tout cas en apparence, avec le système politique Louis XIVien, où on a l'impression qu'il y a un temps de respiration par rapport à la fin du règne de Louis XIV. Et puis, à partir de 1718, subitement, et du lit de justice du 26 août 1718, on a une régence et un régent qui devient beaucoup plus autoritaire, qui vraiment impose ses décisions, qui revient au gouvernement Louis XIVien typique, vraiment avec les secrétaires d'État, les fameux secrétaires d'État, les conseils sont éliminés, et donc qui aussi va déjouer l'ensemble des complots qui ne vont pas manquer d'être menés contre lui. Et donc on a vraiment cette distinction qui est très nette, avec un régent libéral et un régent autoritaire, avec les deux facettes d'une même personne. En vérité, si on se plonge un peu plus avant et qu'on prend vraiment de la distance avec la période, on se rend compte que qualifier Philippe d'Orléans de quelqu'un de libéral,
on voit bien ce qu'il y a derrière, hein. On voit bien que c'est la naissance peut-être de l'orléanisme, quelque chose comme ça. Donc qualifier le régent de libéral, ça n'a absolument aucun sens. En fait, le régent est, si on peut dire, autoritaire. Je préfère le mot de absolu. On a un régent absolu qui est présent dès 1715. Le problème, c'est que nous sommes dans une période très particulière donc de l'Ancien Régime, où il n'est pas roi, il ne peut pas véritablement imposer ses décisions, il est obligé de composer avec des partis, avec des factions de la cour, et notamment la vieille cour Louis XIVienne qui est encore très puissante. Donc il faut qu'il crée autour de lui une forme de consensus. C'est pas tout de prendre le pouvoir, alors parce que on dit oui, on lui a donné le pouvoir, mais c'était un petit peu plus compliqué que ça, et il a dû manœuvrer pour vraiment s'imposer comme le régent de la France. Donc ce n'est pas tout de prendre le pouvoir, encore faut-il savoir le garder. Et on sait que les temps de régence sont quand même quelquefois très compliqués. Les deux régences précédentes, celle d'Anne d'Autriche, celle de Marie de Médicis, il y a quand même eu des moments où l'État a tangué. Donc il crée un consensus, et essayer de créer un consensus autour de sa personne lui donne cette image de régent libéral. C'est vrai que c'est un homme qui est à l'écoute, c'est un homme débonnaire, donc c'est vraiment pas difficile pour lui de donner cette image. Mais au fond de lui-même, en vérité, c'est évidemment le titre du livre, c'est vraiment l'héritier de Louis XIV, c'est l'héritier du roi Soleil, c'est-à-dire que la monarchie ne peut être évidemment qu'absolue. On peut parler d'une forme d'absolutisme modéré, ce que j'avais d'ailleurs mis dans mes travaux précédents, mais en faisant cette biographie, j'avoue que j'en suis plus du tout sûr, et donc finalement c'est un régent absolu qui sait exactement ce qu'il veut, mais qui est obligé de manœuvrer pour pouvoir créer ce consensus et s'affirmer. Une fois que ce pouvoir est affirmé, eh bien, il lâche les chevaux, c'est-à-dire que là, il peut devenir ce qu'il est véritablement, c'est-à-dire un régent absolu, un régent autoritaire. Et donc cette période, cette partition, qui est vraiment, en plus, si on regarde les mesures qui ont été prises, une division absolument artificielle, parce qu'il continue de prendre des mesures prétendument libérales après 1718, le système de Lasse par exemple, eh bien on voit que cette partition n'a pas lieu d'être. On a une régence qui est vraiment absolue et qui a une unité profonde, et il ne faut pas se fier aux apparences quand on examine cette période. C'est vrai que Montesquieu a dit du régent qu'il était un personnage indéfinissable. Quand on regarde aussi les biographes du régent, ils prennent énormément de précautions en introduction, c'est d'ailleurs aussi mon cas, en le définissant parfois comme un sphinx, quelqu'un qu'on n'arriverait pas à déchiffrer. Et on peut le comprendre. D'abord, c'est un personnage qui a une trajectoire très particulière, qui est quelqu'un qui n'est promis à rien, c'est-à-dire qui doit être un homme de cour, tout petit-fils de France qu'il est, et puis qui va devenir en quelque sorte le maître du royaume pendant près de 8 ans. Donc déjà, c'est difficile de suivre un peu ce parcours. C'est quelqu'un aussi qui a une personnalité extrêmement riche. Je mets quand même au défi de trouver dans l'Ancien Régime un homme d'État, un dirigeant politique qui excelle en musique au point de faire des opéras, qui excelle en peinture, qui excelle en sciences, qui excelle dans l'art militaire. Enfin, on a l'impression que c'est embêtant pour un biographe de le dire, parce qu'il ne faut pas qu'il tombe non plus amoureux de son sujet, mais c'est quand même une sorte de génie qui va toucher un peu à tout et vraiment exceller dans tous ces domaines. Donc c'est difficile de voir cette personnalité, qui est en plus une personnalité contradictoire. C'est aussi quelqu'un qui, dans sa jeunesse, est très brillant et en même temps fait de multiples provocations, qui est un homme de cour qui peut être absolument parfait et puis qui se vautre aussi complètement dans la débauche. Donc où est la vérité du personnage ? Très difficile à dire, d'autant qu'il a laissé une correspondance très peu fournie. Donc on voit vraiment en quoi on peut le qualifier d'indéfinissable. Alors après, quand même,
Je dois dire que pour avoir passé près de 15 ans maintenant en sa compagnie, j'arrive à peu près à le suivre et à le comprendre. D'abord, dans sa jeunesse, c'est tout simplement un prince qui s'ennuie. Et en vérité, un prince qui a des facilités intellectuelles, mais qui s'ennuie parce que il a aussi une certaine lucidité. Ses facilités intellectuelles ne vont lui servir à rien. D'où effectivement des passions qu'il a pour la musique, pour la peinture et pour les sciences, dans lesquelles il peut vraiment, toutes ses facultés intellectuelles peuvent se déployer. Et en même temps, cette provocation, parce que cet ennui profond. C'est un homme qui est aussi extrêmement lucide, toujours vraiment lucide sur ce qu'il est, qui ne se fait véritablement pas d'illusions. C'est-à-dire que cette jeunesse un peu tumultueuse, où il a été à plusieurs reprises écarté par Louis XIV, l'amène aussi à considérer le pouvoir. Alors il fait son travail de régent sérieusement, mais tout en sachant qu'il n'est finalement que le régent, et que derrière, c'est évidemment Louis XV qui doit prendre le relais. Et c'est un homme aussi qui sache finalement assez vite du pouvoir, et on le voit hein, que dès 1720, il va déléguer énormément à Dubois bien entendu, mais aussi finalement renouer avec la forme gouvernementale Louis XIVienne. Ça peut vraiment s'appuyer sur des secrétaires d'État qui sont des gens tout à fait, des personnalités vraiment brillantes, et bien peut lui permettre aussi de prendre du recul à l'égard du pouvoir. Alors, Philippe d'Orléans a vraiment pensé à un moment prendre la place de Philippe V. Mais il faut revoir les circonstances. C'est-à-dire qu'il y a un temps particulier dans la guerre de succession d'Espagne, notamment en 1708, où Louis XIV lui-même envisage de ne plus venir en aide à son petit-fils, voire de le déposer pour mettre fin à la guerre. Et l'une des solutions, ça pourrait être justement de peut-être éventuellement de mettre Philippe d'Orléans sur le trône. Alors attention, c'est Philippe d'Orléans lui-même hein, qui pense ça. Il pense ça aussi parce qu'il était très apprécié en Espagne. Il passait pour un grand militaire, c'est vrai qu'il a participé voilà, de manière très active à une partie de la reconquête donc, de l'Espagne pour Philippe V. Il était aussi beaucoup aimé des grands d'Espagne, et donc il est clair qu'à un moment, cette idée de remplacer Philippe V d'Espagne lui a traversé l'esprit. Et puis il y a eu aussi cette sorte de complot qui s'est mis en place autour de lui, et auquel il n'est pas tout à fait étranger, voilà, qui laisse penser cela. Alors, il est vrai que Philippe d'Orléans a été accusé de se mettre en relation avec les Anglais, et donc les Anglais l'auraient aidé justement à accéder au trône d'Espagne, mais il a quand même toujours nié cela, et je pense avec raison. En fait, il y a eu des documents compromettants, mais ces documents compromettants venaient des Anglais eux-mêmes, qui essayaient justement de se mettre en relation avec Philippe d'Orléans, mais ne venaient pas de sa part. En tout cas, il n'a jamais pensé à déposer lui-même Philippe V d'Espagne, mais plutôt d'apparaître comme un recours au cas où Philippe V aurait dû abandonner sa couronne. Les relations de Louis XIV et de Philippe d'Orléans sont vraiment passionnantes, et elles sont extrêmement compliquées. Et on ne peut pas parler effectivement d'excellentes relations. Philippe d'Orléans, tout aussi brillant soit-il, tremblait, comme tout le monde, je pense, devant Louis XIV. Ça me paraît absolument clair. Comme le grand dauphin qui avait du mal à s'exprimer devant son père, eh bien, Philippe d'Orléans avait vraiment beaucoup de difficultés à avoir, de mettre de sa part une relation, je dirais, saine avec le grand roi. Et de son côté, c'est vrai que Louis XIV avait des relations compliquées avec son neveu. D'abord, il le jalousait. Il le jalousait parce que Philippe d'Orléans était un peu plus brillant que
que la progéniture de Louis XIV, comme par exemple donc le fils adultérin que Louis XIV a eu avec Madame de Montespan, le duc du Maine. On les comparait extrêmement souvent. Alors c'était pas du tout que le duc du Maine était voilà, quelqu'un de bête ou de quelque chose qui était assez malhabile. Pas du tout. C'est juste que il avait un cousin qui était un peu plus brillant que lui. Donc ça a vraiment agi sur Louis XIV et il était jaloux de son neveu. Il était jaloux et puis il s'en méfiait aussi beaucoup parce que c'est vrai que c'est un neveu qui a multiplié les provocations, comme je l'ai dit, qui était en rapport avec des marchands de filtres d'amour, ce qui rappelait l'affaire des poisons. Donc tout cela, Louis XIV n'aimait pas beaucoup et surtout Philippe d'Orléans avait des maîtresses. Alors on a envie de dire, bah oui, mais Louis XIV aussi avait des maîtresses, sauf que Philippe d'Orléans était marié à une fille, là aussi adultérine, hein, une sœur du duc du Maine, donc Mademoiselle de Blois, qui était donc une fille de Louis XIV. Et bien évidemment, on peut imaginer que le père n'aimait pas beaucoup voir son neveu aller batifoler avec des danseuses de l'opéra. Donc tout ça a créé des relations très compliquées, mais en revanche, en 1712, lorsqu'il y a eu ces rumeurs d'empoisonnement autour de Philippe d'Orléans, il aurait empoisonné le duc de Bourgogne et le duc et la duchesse de Bourgogne, eh bien Louis XIV n'a vraisemblablement jamais cru à ces rumeurs. Il savait que son neveu était quelqu'un de provocateur, mais qui n'aurait jamais attenté à la vie d'un membre de la famille royale. Alors que Madame de Maintenon et les ministres qui entouraient Louis XIV, eux ont véritablement cru, ou Fénelon aussi, eux ont véritablement cru à ces rumeurs d'empoisonnement. Mais ça n'était vraiment pas le cas pour le grand roi. Durant la Régence, Philippe d'Orléans a vraiment absolument bien manœuvré le gouvernement, puisque on a une Régence qui est d'abord, il faut quand même bien le dire, une réussite. D'abord parce qu'il n'y a pas eu de troubles majeurs, malgré quelques complots contre le régent, il n'y a pas eu de troubles majeurs durant la Régence. Et donc ça c'est vraiment à mettre au crédit de l'habileté politique de Philippe d'Orléans, qui a su bien s'entourer, qui a su aussi créer du consensus autour de lui. Toujours dans le but aussi de renforcer l'État, on voit que Philippe d'Orléans a lancé quelques expériences. Alors malheureusement ces expériences n'ont pas toutes été couronnées de succès, mais tout de même, on voit que c'était quelqu'un qui vraiment s'intéressait aux expériences politiques, donc la polysynodie bien entendu, mais surtout, il faut quand même bien le dire, surtout le système de Laas, qui bien sûr s'achève par une banqueroute, mais qui est quand même une expérience assez extraordinaire, cette volonté de remplacer donc la monnaie par du papier, le tout gagé sur une compagnie qui va exploiter donc la Louisiane. C'est quand même vraiment, tout ça est à mettre bien sûr au crédit de Laas, qui avait beaucoup d'idées, mais qui a été soutenu vraiment jusqu'au bout par Philippe d'Orléans, qui voilà, était vraiment toujours à l'écoute de ce qu'on pouvait lui proposer comme réforme, pourvu que ces réformes puissent renforcer l'État. En matière de diplomatie, c'est vrai que le régent accomplit une véritable révolution avec la Triple Alliance qui se met en place en 1717, où la France va s'allier aux Provinces-Unies et à l'Angleterre. Alors, l'enjeu était double en fait pour Philippe d'Orléans. Le premier et vraiment le plus important, c'était que la France ne pouvait pas mener une nouvelle guerre. Elle n'était pas du tout en situation de mener une nouvelle guerre. Il faut quand même le dire, en 1715, la France est dans un état qui est extrêmement préoccupant, pour ne pas dire catastrophique, et donc au niveau des finances notamment, et donc il est impensable de mener une nouvelle guerre. Et donc
quoi de mieux que de s'allier avec l'ennemi juré, c'est-à-dire avec l'Angleterre? Et là, il faut reconnaître qu'on a derrière Philippe d'Orléans un petit abbé qui va faire un travail de sape pour essayer de faire comprendre à son maître, je parle bien sûr de l'abbé Dubois, que l'avenir de la France, en tout cas l'avenir proche de la France, c'est de se tourner vers l'Angleterre pour éviter toute nouvelle guerre. Parce que le régent, il faut quand même bien le dire, était assez indécis sur ces questions. Mais il va finir par écouter Dubois, et donc la Triple Alliance se met en place, puis un an plus tard la Quadruple Alliance avec l'empereur, avec l'Autriche. Le deuxième enjeu, c'était aussi pour Philippe d'Orléans d'assurer encore une fois son pouvoir. Il ne faut jamais oublier que Philippe V d'Espagne représente toujours une menace. Alors une menace qu'on a peut-être tendance à rendre plus importante qu'elle ne l'est en réalité. Mais en tout cas, la menace Philippe V est toujours présente en ce début de régence. Et donc, s'allier avec l'Angleterre, c'est aussi se faire reconnaître par l'Angleterre comme le régent du royaume, comme le véritable régent du royaume. Philippe V n'avait toujours pas abandonné cette idée de devenir régent tout en restant en Espagne. Donc on voit qu'il y a ce double enjeu, et là on a vraiment une révolution diplomatique avec cette alliance avec l'Angleterre. Ce qui n'empêche pas quand même, il faut le préciser, que Philippe d'Orléans va réussir, et Dubois bien sûr, la quadrature du cercle, en réussissant vraiment à la fin de la Régence à remettre l'Espagne dans cette alliance, après avoir fait une guerre assez courte avec l'Espagne, mais une guerre quand même, ce qui fait qu'on va avoir vraiment une alliance assez extraordinaire qui lie la France, l'Espagne et l'Angleterre, et qui va permettre au royaume d'être en paix pendant encore quelques années. Alors, que reste-t-il de Philippe d'Orléans? Ça, c'est vraiment une question qui, je dois le dire, qui m'embête énormément, puisque en venant sur ce que je dis également dans le livre, mais il se trouve qu'en venant ici pour que l'on se rencontre, en sortant du métro, m'attendait un bistrot régent. Et donc on ne peut pas s'empêcher de se dire que Philippe d'Orléans aujourd'hui a laissé son nom à une chaîne de bistrot ou encore à des cafés, les cafés régents et les cafés de la Régence. On pourrait s'amuser à compter combien il y en a en France, il y en a certainement énormément. J'aurais aimé vous dire qu'il y avait un héritage politique de Philippe d'Orléans, mais il n'y a pas d'héritage politique. J'aurais aimé dire aussi qu'il y a un héritage architectural, comme pour son père, monsieur, avec Saint-Cloud, et même si le château n'existe plus, on a encore les jardins qui sont superbes et la fameuse grande cascade. Quant à Louis XIV, je pense que c'est pas trop la peine de le préciser, mais là aussi, il n'y a pas d'héritage architectural. Et donc, je suis bien obligé d'admettre que ce qui reste de Philippe d'Orléans, qui se confond absolument avec son époque, c'est cette espèce d'esprit, un peu d'esprit régence, c'est-à-dire d'esprit un petit peu festif, en quelque sorte, où on a un relâchement, une forme de relâchement des mœurs, où soudain, après avoir vécu une fin de règne assez mortifère avec Louis XIV, eh bien, on peut se permettre un petit peu de faire, voilà, de faire la fête en allant au bal de l'opéra, de se relâcher un peu. C'est aussi cette époque quand même où on parle aussi des fêtes galantes, alors des fêtes galantes chères à Watteau, et en fait, finalement, Philippe d'Orléans incarne tout ça. C'est enfin l'époque qui voit apparaître, on va dire sur le devant de la scène, c'est pas exactement le cas, mais dans un, on va dire presque au second plan, eh bien, des personnalités aussi importantes que Marivaux ou encore Voltaire. Donc c'est ça, finalement, ce qui reste de Philippe d'Orléans, c'est d'avoir incarné si bien cette époque. Et finalement, je parlais de Voltaire, c'est encore une fois Voltaire qui doit avoir le dernier mot là-dessus, puisqu'il va composer un poème sur, donc qui s'appelle La Pucelle, mais qui est un poème épique sur l'histoire de France, qui est publié vers 1750-1752, qui va retoucher d'ailleurs toute sa vie, et où il dit dans ce poème, voici venu le temps de la Régence, temps fortuné, marqué par la licence, où la folie agitant son grelot d'un pas léger parcourt toute la France, où l'on fait tout excepté pénitence, le bon régent de son palais royal, des voluptés donne à tous le signal. Je pense que on ne peut pas mieux résumer que Voltaire avec ces quelques vers ce qui reste du régent aujourd'hui.